Donc pour cette dernière session avant le grand show final par Erwan, je vais vous faire une petite session formation. Là, on est revenu, c'est différent. Là, on est dans une salle de formation à distance parce que les élèves ne veulent plus venir. Pourtant, j'en ai plein qui étaient venus. Maintenant, ils ne veulent plus venir, donc on est obligé de faire à distance. Donc c'est comme si on est à distance. Et puis, on va traiter 2 points en fait dans cette partie-là, si on a le temps. Au niveau de l'analyse des données avec ITOP 3.1, une partie audit et une partie livre de requête et export. Donc la première partie, on va parler des audits. Donc comme information, on va rappeler pourquoi auditer. À quoi ça sert d'auditer ces données? Eh bien, ça sert d'abord à vérifier la cohérence des données. Ça sert beaucoup en CMDB, mais ça peut servir aussi en ticketing. On va s'assurer que les informations nécessaires sont documentées. Et ça peut nous permettre de valider les processus opérationnels. Lors d'un passage en production, je vais avoir besoin de vérifier que dans ma CMDB, j'ai les informations nécessaires qui me permettront au support d'opérer sur les nouveaux éléments que j'ai mis dans la CMDB. Et tout ça, ça donne ce graphique dans ITOP, on ira voir tout à l'heure. Au niveau des concepts, comment ça fonctionne? Et d'abord, on va définir des catégories d'audit qui va définir le périmètre des éléments audités. Par exemple, les serveurs en production. Quand je passe un serveur en production, je vais vouloir rechercher des infos dessus, savoir si elles sont renseignées. Et les choses que je vais vérifier, c'est ce qu'on appelle des règles d'audit. Ça va me définir quels sont les éléments qui sont en erreur. Par exemple, les serveurs sans numéro de série. C'est difficile d'imaginer que je mets un serveur en production et que je n'ai pas le numéro de série derrière. S'il tombe en panne, comment j'appelle le fournisseur? Comment je lui fournis le numéro de série du serveur? Et nouveauté de la 3.1, merci à Itomi qui ne sont pas dans la salle, mais on peut les remercier. Il a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui est un domaine d'audit, donc qui va venir au-dessus des 2 autres et qui va permettre de faire des regroupements de catégories d'audit. Ça va permettre de ne lancer que certains audits. On avait des problèmes jusqu'à présent parce qu'on était obligé de lancer tous les audits. Et sur les grosses bases de données, j'avais le problème chez Ardis il y a 5 ans, ça pénalisait la base. Là, je vais pouvoir soit lancer que quelques audits, soit aussi redéfinir pour ces audits qui est responsable de ça. Par exemple, mes SDM, ils lancent le périmètre SDM. Les architectes, ils lancent le périmètre architecte. Donc ça, c'est un gros plus de la 3.1 qui a été amené par Itomi. Encore merci à Lars. Il y a encore un truc où on n'est pas très bon, mais Erwan en a parlé un peu ce matin. Toutes les règles, c'est des OQL, des requêtes OQL, donc il va falloir apprendre écrire un peu d'OQL. Mais on espère que bientôt, on pourra vous aider à tout ça. Un point important, c'est que les éléments de la catégorie et de la règle d'audit doivent être du même type. Les audits, il est exécuté en temps réel. Aujourd'hui, on n'a pas d'historique des audits. On ne peut pas savoir, cet audit, il était vert il y a 2 semaines, il est rouge maintenant. C'est dans les demandes d'évolution et je pense que vous pouvez le spécifier dans la petite enquête que vous devez remplir avant la fin de cette présentation. Donc comment fonctionne ITOP? Quand je définis ma catégorie d'audit, par exemple les personnes actives, ça me remet une grosse patate, là c'est toutes les personnes actives. Et puis une règle d'audit, les personnes sans email, c'est une deuxième OQL. Et ITOP, il va me ressortir les personnes actives sans email, donc ce qu'il y a au milieu de la patate. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux audits? Si vous n'avez pas de questions, c'est comme en formation, on fait des exercices. Donc, cet petit exercice qu'on va faire aujourd'hui, alors c'est le nouvel exercice 3.1, il n'est pas encore sorti en formation, parce qu'on n'a pas encore les slides de la formation 3.1. Mais la première chose à faire, c'est qu'on va créer un domaine d'audit. Ensuite, on va créer une catégorie d'audit pour les matériels physiques en production. Et enfin, on va créer une première règle d'audit qui vérifie les matériels physiques sans localisation. Et une règle d'audit qui vérifie les matériels physiques non liés à un contrat de support. Donc là, je vais me connecter au même ITOP qu'Erwan ce matin. Donc je vais dans Bienvenue et je tape Audit. Hop, donc je vais configurer l'audit. On a changé un peu les titres des menus en 3.1 pour que ce soit plus parlant. Si je veux configurer mon audit, je vais ici. Ici, je vais commencer par créer un domaine d'audit. Donc le domaine d'audit, ça va être RIC, on est au RIC. Je peux lui mettre une description, je peux lui mettre un petit icône. Donc là, j'avais créé un petit icône sur le RIC. Hop, créer. Je reviens à mon configuration d'audit. Donc je n'ai pas précisé, mais vous avez remarqué qu'on a amélioré le fonctionnement ici
avec bien séparer les domaines, les catégories et les règles d'audit. C'était compliqué, on voyait en formation, les gens mélangeaient un peu tout. Là, on a essayé de faire quelque chose de plus clair, en précisant en haut à quoi ça correspondait. Donc après, je dois créer ma catégorie d'audit. Ah, je n'ai pas cliqué, pardon. Donc là, c'est les serveurs en production. Bon, la description, je ne vais rien mettre. Select. Oh, c'est même pas les serveurs, c'est les physical devices, on avait dit. Select physical device where status égale production. Ensuite, nouveauté aussi de la 3.1, merci à Lars. On va pouvoir définir les seuils d'alerte et les seuils d'erreur, à combien de pourcents ils sont. Ça, c'est un problème qu'on avait, moi je l'avais en tout cas quand j'étais CR10, c'est que moi, en prod, il faut que ce soit 100% vert. À 90%, ce n'est pas vert. Donc en fonction si je suis en prod ou en test, je vais pouvoir définir des seuils d'alerte différents. Donc là, si on considère que c'est en prod, ben, on pourrait mettre 0% et plutôt 10%. Je vais choisir mon domaine. Donc ici, moi, j'avais pris Eric. J'en ai deux autres de configurer. Et j'ai créé mon domaine. Je reviens à mon petit dashboard. Je veux créer une nouvelle règle d'audit. Donc là, je choisis ma catégorie. C'était les serveurs en production, même si je me suis trompé, ce n'était pas ça que j'avais choisi. Je vais lui donner un nom. Donc c'était sans localisation. Oh oui. Pardon. Sans localisation. J'écris ma requête select physical device. Oh là 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 là. Physical device where. Ah, il manque un. C'est la fin de la journée. Heureusement, il y en a qui suivent, qui ont été formés. Ils ont dû avoir un bon formateur. Location underscore ID égale 0. Allez, on va tester la requête parce que je peux m'être trompé. C'est bon, ça marche. Donc les objets que je retourne, c'est les objets qui sont invalides, c'est-à-dire c'est ceux qui n'ont pas de location. Si je ne sais pas écrire la requête des serveurs qui n'ont pas location, je peux écrire celles qui ont des locations et à ce moment-là, je mets les objets valides. Je fais créer. Et maintenant, si je veux retourner pour lancer les audits, donc ça se passe, si je ne me trompe pas, ici. Donc on a un peu changé le fonctionnement ici. Donc vous allez voir ici qu'on a rajouté un petit module pour retourner la configuration d'audit. Donc pour basculer de l'un à l'autre, c'est plus simple. Ici, je vois toutes les catégories. Et la nouveauté apportée par Itomig aussi, je peux voir mes différentes catégories. Donc si je clique sur RIC, ici, je ne vais avoir que cet audit qui va se lancer. Ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est que quand j'allais dans les catégories d'audit, bah ici, je peux le faire. Ici, je peux à nouveau configurer les catégories d'audit, les règles d'audit. Ici, grâce à l'extension Hyperlink Configurator qui a été incluse en 3.1, bah, je peux lancer directement l'audit ici que sur une catégorie. Donc c'est assez pratique. Et je peux faire la même chose sur la règle d'audit. Ici, donc lance direct la règle d'audit. Je peux retourner à l'audit, on a mis des petites choses partout. Et l'histoire des seuils, bah là on va bien le voir. Ici, j'ai fait deux différents audits. Un avec le matériel en production et un avec le matériel hors prod, ben on voit qu'en fonction des seuils, même si j'ai les mêmes, règles d'audit, ben j'ai mis des seuils différents. En prod, il faut que c'est rouge, même si on est à 81% qui est bon. OK ? Est-ce que vous avez des questions sur ces audits ? Donc les audits, on ne peut pas encore les scheduler et tout ça. Ça demandez-le dans le petit sondage si vous voulez avancer sur ce sujet. S'il n'y a pas de questions, on va reprendre la présentation. Et on va parler du livre des requêtes et du reporting. Donc le livre des requêtes, bah, ça permet d'enregistrer des requêtes OQL, parce que c'est sympa de les écrire, mais si on ne peut pas les sauvegarder quelque part, bah, on ne se rappelle plus la prochaine fois, hein, on n'est pas des robots. On va pouvoir utiliser ces requêtes dans des rapports. On va pouvoir utiliser aussi ces requêtes comme base pour écrire d'autres requêtes ITOP, dans ITOP, par exemple les notifications, les règles d'approbation, les règles d'affectation. Donc ça, c'est une nouveauté de la 3.0, donc les gens en 2.7, ils n'ont pas cette possibilité. Et la nouveauté 3.1, c'est qu'on va pouvoir suivre l'utilisation de ces requêtes.
Un problème que j'avais moi chez Hardis, c'est qu'on était arrivé à 300 requêtes à peu près, et ben, je ne savais plus qui les utilisait et pourquoi. Donc on a apporté, donc c'est Benjamin, là, un développeur qui est arrivé il y a 2 ans, qui a fait ça à son arrivée. On va regarder comment ça fonctionne, mais on va pouvoir suivre l'utilisation de ces requêtes. Qui l'a utilisé, quand et combien de fois ça a été utilisé. En ce qui concerne les exports, ben on va pouvoir exporter des données sous différents formats, HTML, CSV, XML, Spreadsheet, XLSX et PDF. On va pouvoir lancer les exports au format en web ou en CLI, donc en fonction de si on est un utilisateur ou si on veut faire des batchs, on va utiliser une des deux possibilités. On pourra utiliser une des requêtes prédéfinies qu'on a définies dans le livre des requêtes ou l'écrire directement dans l'URL, la requête. On va pouvoir sélectionner les attributs possibles, enfin on va pouvoir sélectionner les attributs qu'on veut ramener dans cet export. Et ben, exercice. Donc, comme information, on va essayer de créer un rapport Excel affichant les matériels physiques. Et dans Excel, on va créer un graphique qui regroupe ceci par marque et par modèle et par localisation. Alors, on va essayer de faire tout ça. J'espère que je vais y arriver. Je vais créer une nouvelle requête. Donc, c'est les matériels physiques. Ici, avec des fautes, c'est pas grave. Je peux dire ici, si. Alors, on a amélioré les tooltips aussi. Vous verrez qu'en 3.1, on a amélioré les tooltips à différents endroits. Ici, on explique bien ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est si je veux que ça puisse servir de base pour mes autres QL. Donc, on va dire non. Une description, je vais faire la même chose. Je vais ici écrire mon expression OQL. Donc, c'est toujours select physical device. Je vérifie que ça marche. C'est bon. Ici, je vais spécifier les champs que je veux exporter. Donc, c'est un des seuls endroits dans eTop où je vais spécifier les champs que je veux exporter. Donc, les champs, je les connais parce que je les ai écrits, mais si je ne les connais pas, je vais les rechercher dans le modèle de données. Donc là, c'est les champs. Je peux créer ma requête. Donc là, eTop, par défaut, il me donne le résultat de la requête. Il ne prend pas en compte, quand il fait ça, les champs que j'ai appelés. Un petit tip que j'utilisais chez Radis, c'est que là, l'ID de la requête, il est assez important. Et comme on ne peut pas l'afficher, moi, ce que je faisais, c'est que je suffixais ma requête avec l'ID. Parce qu'on verra que dans Excel, il ne connaît que l'ID, il ne connaît pas le nom de la requête. Donc quand on m'appelait pour me dire « Ouais, le rapport, machin, il faudrait que tu modifies la requête », t'es sympa, mais quelle requête c'est? Donc c'était plus simple. Donc une fois que j'ai fait ça, je vois qu'eTop, il m'a généré ici une URL. Donc cette URL, je peux l'appeler directement ici. Donc il faut que j'ai les droits. Hein. Et il m'affiche le résultat. Je peux changer son format d'export. Alors HTML, il faut faire en export V1, mais là je vais faire XML déjà. Ça, je crois que ça marche. Voilà, donc là il m'a téléchargé un fichier et dedans c'est du XML. Je peux passer en export V1. Alors en V2, l'HTML n'est pas très beau, mais on va regarder. Bon, il n'est pas très en forme. Si je passe en V1, c'est un peu plus joli. Et je crois qu'il n'accepte pas les champs, peut-être. Voilà, en V1, c'est plus joli. Du coup, ça, alors si on exporte les tickets, par exemple, ça peut permettre de mettre sur un écran de suivi du helpdesk pour voir tous les nouveaux tickets ou des choses comme ça. Et tous ces web services, je peux l'utiliser en CLI, donc de l'amener dans d'autres applications pour faire du reporting, par exemple. Donc maintenant, mon URL que j'avais, je vais pouvoir l'importer dans eTop. Donc on avait un problème jusqu'à présent, c'est que quand on était en SSO, on ne pouvait pas dans eTop, dans Excel, pardon, je m'importais dans Excel, on ne pouvait pas dans Excel importer ces données. On peut le faire maintenant, donc là je n'ai pas la procédure et ce n'est pas l'objet de la formation, mais on peut l'importer dans Excel maintenant avec le SSO. Je me suis fait un petit truc ici pour le faire.
mais j'ai pas de user. Alors, pardon, pour l'importer dans eTop en 3.1, si je suis en SSO, il faut que j'utilise un utilisateur token. Donc, c'est une des nouvelles fonctionnalités de la 3.1. Vous pouvez regarder le webinaire, on explique bien comment ça se passe. Il y a des utilisateurs tokens et des applications tokens. Donc, si je veux importer à partir du web, je me mets ici. Donc ça, c'est pas moi. Hein, c'est pas moi, c'est MSN qui. C'est le défaut de Excel qui n'est pas terrible. Donc là, il faut forcément que j'ai le droit de me signer. Il faut que je me signe et il faut que j'ai les droits bulk read sur la classe pour pouvoir l'exporter. Voilà, ça marche. Donc là, c'est la façon dont on vient l'importer. Je lui demande où je veux l'importer ici. Il faut que je me signe une deuxième fois. Donc je vais encore me tromper. Moi, je peux enregistrer les choses, mais j'aime pas trop enregistrer, moi. Et donc ici, j'ai mes physical devices qui sont exportés avec les champs que j'ai amenés. C'est dynamique. Donc déjà, pardon, je voulais vous montrer que c'est ici que je vais retrouver le numéro de la requête 18 qui est là. Donc là, je sais quelle requête ça fait appel. Là, si vous faites de l'export, il vaut mieux copier ça ici. Donc c'est quelque chose de dynamique. Puis après, si je veux faire des regroupements, j'utilise Excel avec les tableaux croisés dynamiques. Je fais mes regroupements dans Excel. Voilà une façon de faire du reporting dans Excel. Et si je reviens dans eTop, sur la requête que je viens de créer, ici, elle est là. Et je vois qu'il y a déjà eu 6 exports. Et que le dernier export, alors parce qu'il a dû compter à chaque... Ah oui, tous les exports que j'ai fait en haut, pardon. Et je vois que la dernière fois, c'était à 16h38-54 par Alexandre Zana. Donc je sais dire qui utilise cette requête, il ne l'a pas utilisée depuis combien de temps. Et du coup, je peux aller voir les gens en disant ça fait un an que tu n'as pas utilisé. On va me dire oui, c'est normal, c'est un reporting annuel. Donc, mais peut-être que c'est un reporting mensuel que j'utilise plus. Donc à ce moment-là, je pourrai nettoyer mon livre des requêtes. Voilà un peu les nouveautés qu'on a amenées en 3.1 sur l'exploitation de la donnée. Bien sûr, c'est qu'un début. Continuons le combat, mais avec les moyens que nous avons. Est-ce que vous avez des questions ? Vas-y, Raoul. C'était juste sur les audits. Les audits que vous avez mis en place, c'est des audits qu'on pourra personnaliser, etc. Mais les audits, on va dire, de base que vous mettez, on va dire, au niveau du système, est-ce qu'ils sont toujours existants ? Ça existe depuis longtemps. Et toi, ce dont tu parles, j'imagine que c'est comment ça s'appelle ? Le DB Audit. C'est ça. Donc le DB Audit, c'est quelque chose de différent. Ça se situe dans le système intégrité de la base de données. Donc ça, c'est intéressant quand on a des erreurs, notamment dans les synchros, d'aller lancer cette petite audit. Donc là, ma base est propre, tant mieux. Mais ça va auditer dans toute la base pour voir s'il n'y a pas des incohérences, plutôt au niveau SQL. Ça va vous proposer effectivement des corrections possibles mais par contre, vous devrez effectuer dans la base, donc il faudra un accès SQL. D'accord, donc là-dessus, il n'y aura pas d'évolution. Alors ça, si, on va le réécrire. Enfin, là, il y a des évolutions qui sont prévues. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Pour que nous, on a une grosse base de données et quand on lance là, c'est... Alors, il y a déjà des évolutions. 2 heures, quoi. Il y a déjà des évolutions qui ont été amenées parce qu'on peut le lancer à partir de certaines versions en CLI. Du coup, ça pénalise moins les choses. Non, c'était juste pour ça. Parce que des fois, on s'intéresse plus à certaines parties de notre base de données. Alors peut-être qu'une des évolutions, ça pourrait être ça, mais il faut aussi qu'on le réécrive complètement, je crois. Et c'est Eric, le spécialiste, il est là-bas. Donc si vous avez des questions, vous pouvez voir avec lui. Il y avait aussi des histoires sur les case logs et tout ça. Il y a pas mal de choses en cours. Mais pour l'instant, rien n'est figé, donc rien n'est réalisable de façon sécurisée pour nos clients. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des moyens avec de l'OQL en faisant des jointures par... Enfin, c'est lourd et ça ne marche pas dans tous les cas. Aujourd'hui, à part mettre en place une règle, mais elle verra que au moment où je crée qu'il y a un doublon. Moi, je le faisais dans Excel quand j'étais chez Arbis. Mais c'est sûr que maintenant qu'on a les règles sur les doublons, c'est bien de les mettre en place et de bien les penser. Les règles d'unicité, c'est intéressant de bien les penser dès le début. Moi, je sais que si elles avaient existé chez Ardis, ça m'aurait évité d'avoir 4 fois le même contact parce que le gars au téléphone n'a pas bien compris que le gars dans l'entrepôt lui disait, il en a créé un nouveau.
Il y a un champ que j'ai pas compris, qui est nouveau sur la 3.1. C'est dans les audits ou dans les... Oui, dans les audits. Ou alors, j'ai pas écouté. Alors, configurer l'audit. Tu te rappelles dans quel... C'était dans non, c'était dans le livre des requêtes. Ah, dans le livre des requêtes. Ok. Bon, j'en prends une au hasard. Non, matériel physique, tiens. Voilà, la base pour champ OQL. Donc ça, c'est nouveau en 3.0. Oui. Ça, si tu mets oui ici, quand tu seras dans une notification, tu vas pouvoir te baser sur cette OQL pour écrire ta notif. Donc nous, en 3.0, on en a fourni un paquet. Hein, c'est pour ça que là, j'en ai plein. Il y aura une liste déroulante dans les notifs en disant on va utiliser... Alors, je vais te montrer. Donc là, nous, on a fourni agent du ticket sans l'agent lui-même. Oui, très bien. Oui. Caller on contact. Donc ça, c'est du nouveauté 3.0. Et du coup, si je vais dans une notif, notification. Il ne va pas que j'ai créé une notification, c'est mail notification. Bon, je vais le faire par là, ça ira plus vite. Configuration, notification, action de type email, hop. Et en fait, plus que dans les notifs, c'est dans tous les champs OQL. En fait, j'ai maintenant un petit bouton rechercher. Et là, je peux aller rechercher ces requêtes qui ont ce statut-là. Et ça va recopier Et du coup, ça me recopie l'OQL. Donc là, il a juste fait une copie. Je suis indépendant de l'autre truc. D'accord. Donc ça me donne une base pour mon OQL. Et puis moi, si je veux changer, ajouter statut active ou quelque chose comme ça, je le rajoute ici. D'accord. Ah ouais, très, très bonne idée. Donc ça, c'est parce qu'on s'est dit que c'était un moyen simple d'aider les clients à créer. Alors on a pensé au début dans les sens des notifications, on s'est dit on va créer des notifications de base. Mais en fait, c'est quand même un peu différent selon le modèle de données du client. Et on s'est dit ça, c'est une façon simple de le faire, d'aider le client à écrire ses notifs. Après, ce sera en langage IA et tout, ça marchera bien. Mais nous, on est en 2023 et on n'a que ça. Il y a une question. Il nous reste 5 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par rapport au modèle au livre des requêtes, c'est pour justement faire des reportings. Est-ce que c'est, parce que moi je l'ai pas vu cette partie-là, c'est des reportings programmés, c'est-à-dire que souvent on a des besoins, des demandes d'utilisateurs qui me disent tous les mois je veux recevoir la liste de tel ticket, etc. Je dis aujourd'hui je sais pas le faire. En fait, comme tu peux utiliser en CLI les exports, tu peux le chronifier en fait. Du coup, tu as un export à un format que tu veux. XML, enfin les 5-6 formats que j'ai donnés, et après soit tu l'intègres dans un autre outil de BI pour mieux le traiter, soit tu peux lui donner cet export CSV ou Excel que tu as généré par cron. Mais ce besoin, il n'a pas été remonté dans votre roadmap ou par d'autres utilisateurs d'intégrer, on va dire, dans l'interface ITOP c'est dans les évolutions du livre de requête, oui, on nous demande des exports planifiés, donc à remettre 1 euro dans la petite appli, tu as encore 10 minutes. Dans le petit site web des évolutions qu'on nous a demandé, mais effectivement, je crois qu'elle est tracée dans les demandes d'évolution, mais si on veut lui ajouter du poids, il faut que vous le disiez, quoi. Parce que des fois, c'est nous qui nous faisons des rêves, on se dit tiens, les gens aimeraient bien ça, mais on aime bien que les gens appuient à l'extérieur pour dire c'est ça qu'on aime. Je rappelle, dans l'ITOP 3.1, on a fait 400, on a répondu à 400 demandes clients. Donc c'est énorme et on fonctionne de plus en plus comme ça, quoi. Dans l'ITOP 3.1, on est déjà à 55 demandes clients. Dans le designer qui va sortir dans 2 semaines, on est à entre 55 aussi, je crois, demandes clients. Donc on essaye de répondre à vos demandes, encore une fois, avec la bande passante qu'on a. Et merci.